pourquoi est-ce qu'on va parler de la question des squatteurs et du squat aujourd'hui alors qu'il n'y a aucune actualité? Eh bien à cause de Jérôme Le Banner, donc vous voyez ici à l'image, légende des sports de combat, champion de K1, champion de boxe thaï, 111 combats, un nombre incalculable de victoires, 78 victoires par KO, enfin une légende s'il en est dans le monde du sport, qui se fait inviter dans le média La Sueur, et le média La Sueur étant ce qu'il est, c'est-à-dire un média géré par des gens qui parlent de sport de combat sans vraiment rien y connaître, eh bien, les questions qui lui sont posées ne sont absolument pas des questions sur sa carrière. C'est hyper triste, je trouve, d'inviter quelqu'un qui a eu tellement de moments légendaires dans sa carrière, tellement d'affrontements contre certaines des personnalités les plus connues du monde des sports de combat pour les fans et les passionnés. Et malheureusement, les questions qu'on va lui poser sont toutes plus éclatées les unes que les autres. Vous regardez les thèmes abordés, les trahisons, comment il choisit ses amis, Yakuza et chiens de combat, les impôts, superstar au Japon, les managers véreux, l'histoire de l'infirmière, et on arrive à comment Le Banner gère les squatteurs. Je trouve ça quand même méga triste d'avoir été l'un des plus grands champions des sports de combat, un sportif qui a été légendaire en carrière pendant des décennies et des décennies. Et tout ce qu'on retient de toi, c'est des espèces d'anecdotes qui sont des anecdotes de bar, quoi. La fois où je me suis battu avec Bidule, la fois où je me suis battu avec machin, quand Bidule il m'a tiré des sous, la fois où j'ai volé à Auchan. Je le redis, je pense que Le Banner n'est pas quelqu'un de politisé, donc il a été instrumentalisé par Édouard Philippe sur une séquence politique en 2017 autour de la pratique de la boxe, où il avait dit oui, Édouard Philippe est un super boxeur, mais attention, je fais pas de politique. Et Édouard Philippe s'en était servi pour se construire une image de mec cool, mais derrière, je pense que Le Banner n'avait pas forcément de compréhension fine de ce qui était en train de se jouer en termes d'image publique, et à quel point lui, sa légitimité, elle était là récupérée par un politicien qui en a rien à foutre de lui et qui faisait uniquement ça pour se faire un petit capital en termes d'image. Et donc du coup, Le Banner est chez La Sueur, et Rusty, donc le présentateur de La Sueur, le lance sur la question des squats. Et on va partir de là pour avoir une conversation sur à la fois la question des squats et la question du logement en France, et on va se poser la question de la représentation des squatteurs et du squat par rapport à ce que va dire Le Banner, parce que ce que je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui, c'est qu'au final, Le Banner, ce qu'il va tenir comme discours à ce moment-là, c'est vraiment le discours d'un daron de chez moi, quoi. C'est le discours du tonton au repas, là, qui te raconte ce qu'il a vu à la télé, et qui s'indigne de quelque chose qu'il trouve très grave. Et il y a une espèce de, je pense, de sensibilité à ces sujets qui est d'autant plus forte que Le Banner, c'est quand même un mec des classes populaires, c'est un mec qui a pas mal galéré dans sa vie, qui a connu des grosses périodes de disette, parce qu'il a pas gagné énormément de fric avec ses combats, et qu'il a jamais eu finalement l'enrichissement que peuvent avoir les sportifs de son niveau dans d'autres sports. En termes sportifs, je dirais pas que c'est Zidane, mais ça se compare quand même en termes de carrière, ce qu'il a pu faire dans son sport à lui. Et pourtant, au niveau pognon, si tu le mets lui et Zidane côte à côte, laisse tomber, rien à voir, quoi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui finalement a peut-être cette violence des plus précaires envers les autres précaires, qui est de dire moi j'ai charbonné, j'ai réussi à mettre de côté mon petit pactole, je veux surtout pas qu'on y touche. Et vous allez voir que quand il parle de la question des squats, c'est vraiment de ça qui ressort, c'est ce côté on va me prendre ce que j'ai, nanani nanana, et je vais me faire tirer mes affaires, quoi. Donc la situation, je pense, à laquelle tu allais venir, c'est donc les squatteurs. Ouais. Si jamais tu pars en vacances pendant une semaine, que tu reviens et que des squatteurs sont chez toi, et que je crois même qu'ils n'aient pas besoin de changer les clés, s'ils sont chez toi, tu n'as plus le droit de les virer. Jérôme Le Banner, comment tu fais si ça t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Je saute la barrière. Donc vous avez vu comment le gars, il lance tout de suite Le Banner sur un bail, mais genre le truc qui arrive tous les matins, tu sais, t'es chez toi et d'un coup tu pars chercher le pain, tu reviens et hop, t'as plus les trucs et tout. C'est vraiment là où je vous dis, c'est pour ça que je parle de mauvais journalisme, c'est vraiment le présentateur qui est là, ah super, on va parler de ce sujet, ah merci, enfin on va pouvoir mettre le sujet sur la table, c'est comme si tout le monde était en attente, t'es là, ah oui, Jérôme Le Banner, champion de K1, 111 combats, légendaire au Japon, vraiment ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'il ferait si jamais quelqu'un vient squatter sa maison. Je leur marre la gueule, oh là là. Et même les mecs des associations, tout est ah ouais, genre j'ai tabasse. Il a un franc-parler aussi, mais qui moi me dérange pas parce qu'il dit une réalité qui est défendue politiquement par énormément de gens, à commencer par l'Assemblée nationale, parce qu'on va le voir aussi, il y a des lois anti-squat hyper violentes et tout, qui est de dire ah ouais, les associations et les gens qui viennent squatter chez toi, je vous dis, je les tabasse. C'est l'opinion de la peur, c'est la personne qui a eu peu dans sa vie, à qui on dit viens, on va t'enlever ta maison et tu vas te retrouver à la rue avec ta famille, alors tu dois faire un truc, quoi. Dame, il y a pas longtemps, on y a été.
On dira pas où, bien sûr. Il y a une petite dame il y a pas longtemps, un petit machin, elle revient et tout. C'est sa maison. Elle pouvait pas, elle dormait dans la caravane de sa fille. Ouais, je dirais, j'ai dit là, vous êtes trompé de maison, c'est le mauvais moment et le mauvais endroit. Bon, il n'y a pas eu que des claques, mais bon, voilà. Moi, j'aime bien taper les bonnes têtes de coche, même quand je prends un certain plaisir. En France, on n'a pas le droit. En fait, tu n'as pas le droit de gérer. L'État, le préfet, non mais c'est quoi ça? Je leur mettrais des claques dans la gueule, ces enculés. Ah putain. Je vous laisse le passage et après on défonce. Tu la connaissais ou c'était parce que c'était une... Non, son fils, sur internet, un DM. Il pleurait et tout ça. Donc j'ai let's go, j'ai pris 2-3 potes et puis... Le plaisir de la violence et la satisfaction de la violence qui est montrée par le banner et le commentateur, en fait, il faut la lier à la représentation sociale du squatter, c'est-à-dire que le squatter est vu comme un ennemi, et cet ennemi, il faut lui tomber sur la gueule. En France, c'est remarquable à quel point le squatter, c'est vraiment un indésirable qu'il va falloir éliminer comme une espèce de vermine. Et là, en fait, il jouit autant de ce qu'il est en train de dire le banner, c'est que ce qu'il est en train de dire, c'est à quel point lui-même est un héros. Dans son histoire, à aucun moment, il se dit, mais ces gens-là, en fait, j'ai participé à foutre des gens à la rue, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, il en a pas la moindre idée. Et là on se retrouve avec quand même deux types au calme, assis dans des chaises en plastique de jardin. D'ailleurs il faudrait qu'ils s'achètent des vrais fauteuils à la sueur, ils commencent à avoir du fric, ils pourraient investir. Mais on se retrouve avec deux types au calme qui sont en train de raconter finalement quelque chose de totalement illégal, hein. Vous n'avez pas à aller tabasser des gens et à les foutre dehors par la violence, bien entendu, et qui en tirent fierté. Et ça c'est vraiment un gros problème. Il suffit d'aller voir derrière les commentaires sur les squatteurs, sur le squat, etc., où les gens ils ont une représentation des squatteurs et des squats qui est tellement fausse que tout est justifié envers eux, et tout est justifié, on va voir que ça peut aller très très loin jusqu'à des meurtres. Mais la police, ils sont quand même contents quand tu le fais, je te le dis. Moi j'ai pas dans la keuf, ils donnent quand même des instructions. Fais ça, fais ci, fais ça. Ouais, quand même. Ouais. En règle générale. Parce qu'ils savent que ça, ils sont humains. Ouais. C'est qui a créé ces lois à la con, hein. Je vais pas laisser tout le reste, enfin voilà, c'est pour juste l'écouter 3 heures chier sur comment il aurait tapé ou comment il a tapé des gens, mais je voulais juste que vous voyez ce passage parce que franchement c'est malaisant de ouf, et je me suis dit bon, la question du squat je la trouve hyper intéressante, mais je trouve qu'on pense à gauche qu'elle va de soi. Je trouve qu'on considère que il faudrait soutenir les squats, il faudrait être à 100% pour les squats et tout machin, que c'est logique, c'est cohérent pour tout le monde et tout. Et je me suis dit bah peut-être que ça allait pas tant que ça. Donc on va prendre le problème du squat dans son ensemble et on va se dire que Jérôme Le Banner, bah c'est pas un militant d'extrême droite, c'est pas quelqu'un d'ultra politisé, et que le discours qui tient, bah je pense que c'est le discours de la plupart des randoms confus sur Terre, hein. C'est de se dire mais attends quoi, il y a des mecs qui changent la serrure, ils viennent s'installer chez toi, tu te retrouves à la rue avec tes gamins et tout. C'est une catastrophe. Donc, première chose, et je vais commencer là-dessus, parce que ce live, il est destiné aussi à finir sur YouTube, donc ça va faire des histoires, donc je vais le dire direct. Pour moi, effectivement, il peut y avoir des cas où le squat n'est pas légitime. Si t'arrives et que, effectivement, tu prends la propriété de quelqu'un, c'est-à-dire que tu viens squatter le bien de quelqu'un qui y vit, le propriétaire occupe le bien, à un moment donné, oui, c'est un souci. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, une précarité en engendre une autre. La personne qui a mis toute sa vie à réussir à acheter sa petite maison de banlieue, son petit appartement, son petit truc comme ça, qui est dans une galère de ouf et tout... Bon, bah oui, évidemment, c'est pas acceptable. Quelqu'un dit c'est jamais sur la résidence principale. On va voir que les statistiques ne vont pas dans ce sens-là. Les statistiques vont même totalement à l'inverse de cette croyance que on va venir chez toi changer ta serrure et t'es en vacances, tu reviens, t'as plus ta maison. En réalité, c'est des cas qui n'arrivent jamais. Mais... juste pour préciser aux gens, je suis une personne de gauche et je ne pense pas effectivement que ce soit normal de débarquer pour squatter dans la résidence de quelqu'un et lui voler sa maison. Et je vois des gens qui parlent des résidences secondaires, ben vous savez quoi, moi je pousse le bouchon. Si dans ta vie t'as une résidence secondaire, tu te la fais squatter, machin et tout, bah moi je trouve que c'est pas fou quoi, tu vois. Je pense qu'on peut faire mieux, que ça, parce que quand on va voir la réalité du marché de l'immobilier, vous allez voir qu'on peut très facilement, mais vraiment très facilement, trouver des endroits à squatter qui ne sont ni la résidence secondaire, ni la résidence principale de quelqu'un, parce que le marché de l'immobilier est un délire absolu. Il y a largement moyen de faire sans, et c'est exactement ce que font la plupart des associations et la plupart des mouvements qui mettent en place des squats. Cela dit, qu'est-ce qu'un
un squat? Commençons peut-être par le commencement. Selon la chercheuse en droit, donc Aude d'Orange, on peut appeler un squat une prise de possession de locaux dont l'illégalité expose les auteurs à la menace de l'expulsion. Historiquement, c'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose qui existe depuis le début du XXe siècle avec un phénomène qui s'appelait le déménagement à la cloche de bois. Donc, déménagement à la cloche de bois, c'est l'idée que vous savez, quand vous partez de quelque part et que vous faites sonner la cloche qui est au-dessus de la porte, c'est un truc de vieux, mais ça n'existe plus. Mais du coup, la cloche sonne et donc ça alerte le propriétaire. Le déménagement à la cloche de bois, en gros, c'est l'idée d'une cloche qui est en bois, donc le bois, ça ne sonne pas. T'étais locataire quelque part, t'as massé quelques mois de loyer en retard et tu te barrais sans payer le loyer. Dans les années 30, en fait, cette pratique du déménagement à la cloche de bois, donc qui était un truc un peu individuel que faisaient les prolos les plus pauvres, ça va devenir une pratique collective et militante. Et il y a l'union syndicale des locataires ouvriers qui va commencer à lancer des emménagements à la cloche de bois qui vont faire venir des médias et décider à plusieurs collectivement d'occuper des logements vides pour installer des ouvriers dans des conditions décentes sans qu'ils aient à payer une fortune du peu de salaire qu'ils avaient. L'union syndicale des locataires ouvriers, c'est des anarchistes. Enfin, ils ont, on va dire, une tendance anarchiste et il y a quand même pas mal d'anarchistes qui sont à la source du truc, mais en fait, très rapidement, l'idée va beaucoup plaire même à des catholiques et tout. Parce qu'il y a un constat de pauvreté, un constat que les classes les plus pauvres, malgré leur travail et malgré le fait qu'elles font tout comme il faut, ne peuvent quand même pas se loger dans des conditions décentes et vivent parfois on est pas loin du bidonville et qu'il faut bien faire quelque chose pour aider les gens. Et donc du coup, on va voir par exemple les catholiques sociaux des années 40-50 commencer à faire eux-mêmes des emménagements à la cloche de bois, donc en fait tout simplement ouvrir des squats. C'est un peu fou à imaginer, hein, mais dans les années 50, vous avez eu des cathos qui ouvraient des squats pour les pauvres. On va ensuite retrouver la même idée reprise à peu près en simultané par une association qui s'appelait le Secours Rouge. Donc je vous laisse deviner qui c'est, hein. Les communistes évidemment, des hommes avec des chaussures à fermeture éclair qui étaient à tendance maoïste et qui dans les années 70 en France vont avoir eux-mêmes tendance à ouvrir des squats. Et ça va continuer du côté communiste, un peu anard, et dans les différents courants autonomes des années 70 jusqu'au mouvement punk des années 80, et ça va commencer à s'installer comme une pratique qui est devenue aujourd'hui une pratique ordinaire des mouvements autonomistes plutôt de gauche. Il y a très très peu de cas de squat, à part l'exemple des catholiques que je vous citais précédent, mais liés à la droite, et encore moins à l'extrême droite, si ce n'est un exemple célèbre qui est Casa Pound qui est le squat de l'extrême droite fasciste italienne à Rome, mais c'est vraiment le seul exemple que j'ai en tête, hein. Donc il y a une vraie tradition, une vraie culture du squat en France qui remonte quand même à assez loin. Cela dit, il va y avoir différentes manières de squatter qui vont assez rapidement se développer. On pourrait faire une typologie gigantesque, on va la séparer en deux, c'est ce que font la plupart des chercheurs et des chercheuses. Je fais référence notamment au travail de la chercheuse Florence Bouillon, qu'on va beaucoup citer aujourd'hui, parce que c'est une anthropologue qui a fait une enquête de terrain assez longue sur les squats en France, très poussée, avec beaucoup d'entretiens, avec des personnes qui vivent en squat, des représentants politiques anti-squat, les institutions et tout, qui a écrit des bouquins, des articles là-dessus qui sont hyper bien. Et elle fait la différence entre ce qu'elle appelle les squats d'habitation, donc qui sont des squats dans lesquels les occupants en fait veulent vivre, hein. La fonction première du squat, c'est dormir dedans. C'est un abri, une résidence dans laquelle on vient s'installer. Donc c'est avant tout quelque chose qui répond à la pauvreté. Et de l'autre côté, il va y avoir ce qu'elle appelle des squats d'activité, donc qui sont des endroits destinés plutôt à accueillir des projets artistiques, culturels, ou qui répondent d'un militantisme. Donc les gens vont y vivre, mais il y a une autre volonté que simplement vivre quelque part pour échapper à la pauvreté, ou d'être en transition avec un logement. Il y a un message politique, un activisme derrière. Du coup, si on schématise, d'un côté, on a donc squat d'habitation, des lieux qui correspondent à tout ce que défendent les associations de défense du droit au logement, qui sont des squats de nécessité, hein, où les gens vont parce que fondamentalement, ils n'ont pas d'autre endroit où aller, c'est un pis-aller, quoi. T'es dans la merde, tu sais pas où dormir, tu vas là-bas. Et de l'autre côté, on a des squats qui sont de conviction, d'adhésion, et qui procèdent en fait d'un choix d'expérimentation sociale, où il y a une vraie volonté de changer de société, de réfléchir, de faire autrement. On a l'impression peut-être que les deux sont kiff-kiff, parce que quand on est dans les milieux de gauche, on se dit oui, il y a quand même beaucoup de squats associatifs libertaires, il y a une autre réalité.
C'est ce qu'explique Florence Bouillon. En fait, la majorité des squats sont des squats dévolus à l'habitation. Selon elle, l'existence du squat procède en effet avant tout du manque de logements accessibles. La majorité des squats, c'est des gens qui cherchent un endroit où dormir et qui sont dans des situations de précarité énorme. Et pour comprendre ça, on va aller faire un petit tour du côté de la situation du logement en France, parce que vous allez voir que quand on regarde les chiffres, il y a de quoi relativiser et faire relativiser tous les Jérôme Le Banner de la Terre. Parce que nous vivons aujourd'hui une situation du logement qui est mais catastrophique et qui n'est bizarrement que très très peu prise en compte par les politiques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France et plus largement en Occident sur la question du logement? Les chiffres que je vais citer sont quand même les chiffres français majoritairement. On vit tout simplement une crise massive où c'est de plus en plus compliqué de se loger et où à la fois le prix d'achat des biens a explosé et le prix des locations est aussi extrêmement élevé. Selon l'INRS, le prix des logements a augmenté de 129% entre 2000 et 2019. C'est monstrueux. En comparaison, le revenu des ménages, lui, a augmenté beaucoup moins vite sur la même période, puisqu'il n'a augmenté que de 36%. D'un côté, vous avez des logements qui ont vu leur prix augmenter de 129%, de l'autre, vous avez des gens qui, en termes de revenus, n'ont vu leur revenu augmenter que de 36%. L'écart est gigantesque. Cette augmentation de 129% du prix des logements, l'INRS note que c'est une augmentation totalement spéculative, qui n'a rien à voir avec une augmentation de la valeur des matériaux, par exemple. On pourrait imaginer que ça pourrait être lié à la construction de nouvelles, je sais pas, maisons, appartements, tout ça, et qu'il y aurait une explosion du prix des matériaux, ce qui peut arriver dans une situation d'inflation, par exemple, ce qui aurait augmenté le prix d'un peu tout, et bon, on n'y peut rien, ça augmente, et puis voilà. Là, non, c'est purement spéculatif. En 2017, le Conseil des droits de l'homme à l'Assemblée générale des Nations unies note à ce propos que des masses de capitaux au niveau mondial ont été investis dans des logements utilisés comme des marchandises à titre de garantie pour des instruments financiers négociés sur les marchés mondiaux et comme moyen d'accumuler de la richesse. Ce changement sans précédent a abouti à dissocier de plus en plus le logement de sa fonction sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que c'est les Nations Unies, hein. On n'est pas sur random gauchiste, communiste ou je ne sais pas quoi. Hein. En gros, ce que nous disent les Nations Unies, c'est que c'est devenu le foncier un placement. Un placement sûr, un placement stable. Des masses et des masses gigantesques d'argent ont été investis dans de l'immobilier, tout simplement pour placer les sous, et sans avoir aucune envie d'utiliser en fait ces endroits comme des lieux de vie, comme des logements. On achète des logements, mais pas pour y loger des gens. Là, ils nous disent pas, c'est le petit propriétaire qui a décidé d'un coup de péter un plomb et d'augmenter la valeur de sa maison, je sais pas quoi, machin. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont choisi volontairement d'utiliser l'immobilier comme simplement un placement spéculatif et qui se désintéressent totalement de la question du logement. Mais ce faisant, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, il y a tout un tas de logements qui ne sont plus sur le marché du locatif. Et ça se vérifie. En France, selon l'INRS, il y a 3,1 millions de logements qui sont des logements vacants. On ne compte pas dans les logements vacants les résidences secondaires. Hein. C'est des logements qui sont achetés, que des gens possèdent et dans lesquels personne ne vit. Sur un parc total de 36,6 millions de logements, ça fait un logement sur 12. C'est gigantesque, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est pas dans les petites villes, non mais les gens veulent pas y aller, nanana. C'est même dans les zones les plus tendues où la demande est énorme. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques temps, en 2020, par l'Agence parisienne d'urbanisme, qui note qu'il y a un logement sur 5 qui est vacant à Paris. Moi, j'ai habité à Paris. Franchement, quand j'ai dû aller trouver un appartement à Paris, déjà, j'ai logé chez une copine pendant 3 mois parce que j'arrivais pas à me loger, j'avais pas le choix, donc elle m'a hébergé sur son canapé pendant 3 mois. À un moment donné, tu vois, je faisais des queues dans les couloirs où t'attends 20 minutes pour pouvoir rentrer dans un appart dont tu fais le tour, t'as l'impression d'être à un entretien d'embauche, on te demande, mais des dingueries, hein, on te demande 3 fois le loyer, 5 garants, un CDI et j'en passe, et dans cet endroit-là où t'en es à avoir des queues, tu vois, pour aller louer, mais un putain de studio dégueulasse, sous les toits, sans chauffage, insalubre au dernier degré, t'as un logement sur 5 vacant. Quand on a tout ça en tête, d'un coup on commence à réfléchir à cette question du squat, on se rend compte qu'il y a
une volonté spéculative dans le marché de l'immobilier de laisser des logements vides, quand bien même il y a une énorme demande et quand bien même en laissant ces logements vides, on fait exploser le prix du peu de logements qui restent et on rend impossible l'accès à un logement, le droit de dormir dans un endroit chaud sans être dans des conditions horribles. Cette volonté de laisser des logements vacants, elle ne répond qu'à une pensée, mais purement et simplement économique. Hein. Pourquoi est-ce qu'on laisse un logement vacant? La raison numéro 1, c'est pour augmenter son prix à la revente. Hein. C'est un choix spéculatif, parce que tu mets des locataires, à un moment donné, des locataires, ça a un bail, donc ça va apparaître comme un problème qui risque de faire baisser la valeur de vente du bien. Dans l'immobilier en France aujourd'hui, avoir des locataires dans un appartement fait baisser la valeur de l'appartement. Donc si vous voulez le revendre et toucher le jackpot, ben, il faut que vous ayez pas de locataires. Finalement, c'est mieux. Après, bien sûr, vous avez d'autres cas, vous pouvez avoir des batailles juridiques entre plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord sur quoi faire du bien, etc. Ça arrive. La réalité, c'est que la majorité des cas, c'est des gens qui font donc ce choix spéculatif ou des gens qui vont, par exemple, refuser de baisser le prix de vente et le prix des loyers parce qu'en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de louer ou ils s'en foutent de vendre, ils peuvent attendre, ils ont les moyens, donc ils attendent que le marché soit à la bonne hauteur, que le prix des loyers soit à la bonne hauteur, selon ce qui leur semble bien. Il y a une enquête qui avait été faite par plusieurs sénateurs et sur le sujet qui avait remarqué que le problème principal aujourd'hui du point de vue du logement, c'est que les propriétaires sont dans la très grande majorité, je cite, des personnes âgées multipropriétaires qui n'ont pas besoin financièrement de louer leurs biens. En réalité, vous n'êtes pas dans un monde où la majorité des maisons et des appartements sont la propriété de gens qui ont travaillé toute leur vie péniblement pour réussir à avoir leur petite maison. L'histoire que nous raconte Jérôme Le Banner, qui est celle de la gentille petite mamie et ses enfants en pleurs et oh les pauvres et matati et patata, etc. C'est une histoire qui oublie de nous parler du patrimoine de ces gens. Dans la majorité des cas, en réalité, les gens qui sont propriétaires sont des multipropriétaires qui ont énormément de thunes, énormément de biens, des biens dont ils ne font rien et dont ils s'amusent en réalité à faire monter et baisser les prix comme s'ils jouaient au Monopoly en se foutant totalement des effets que ça peut provoquer sur l'appauvrissement généralisé de la population autour d'eux. Et sur ça, on a quand même des chiffres assez stupéfiants. La moitié du patrimoine immobilier est détenu par 5% des ménages et ça représente une manne économique mais inimaginable. C'est vraiment, en termes de pognon, c'est énorme. Les super profits de l'immobilier, c'est 34 milliards pour l'année 2015. En 2019, les activités immobilières représentent, toujours selon l'INRS, 1/8 du PIB. C'est plus que la manufacture, par exemple. Sur les 35 dernières années, la masse des loyers perçus par les bailleurs a augmenté en monnaie courante de 60 milliards d'euros, passant de 17,1 milliards d'euros en 84 à 77 milliards d'euros en 2019. Tout le monde s'en bat les couilles, mais il y a une réalité qui est en train de se passer. Les loyers, les valeurs, tout augmente, tout explose. Et il y a une espèce d'indifférence collective et généralisée autour de ça, qui est en fait une crise majeure, qui va appauvrir et jeter dans la précarité la plus profonde énormément de gens. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres pays et on sait où ça va. On sait très bien ce qui se passe à la fin. On sait très bien que ça finit avec des villages de tentes sous tous les ponts, des travailleurs et des travailleuses qui vivent dans leur voiture. On sait où on va en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi sur ça. Il y a des lois anti-squat qui sont en train d'être mises en place. On n'est pas en train de se demander comment endiguer cette crise du logement. On n'est pas en train de se demander mais qu'est-ce qu'on va faire face à cette situation horrible. On est en train de vous dire attention, le problème c'est les squatteurs. Je redis le chiffre, hein, mais du coup la masse donc des loyers perçus par les bailleurs, c'est toujours selon l'INRS, augmente de 60 milliards d'euros en passant de 17,1 milliards d'euros à 77 milliards d'euros entre 84 et 2019. Sur la même période, le loyer moyen par logement a augmenté de 3,6% par an, alors que du côté, le revenu moyen par ménage était lui de 2,4% par an. Donc ça veut dire que vous avez une augmentation à la fois de la valeur de l'immobilier, mais aussi de tout ce qui va être lié aux loyers qui vont exploser, qui vont devenir de plus en plus chers, mais à côté, vous ne gagnez pas plus d'argent tous les jours. Et surtout que là, le chiffre que je vous donne, l'augmentation donc du revenu moyen par ménage, c'est l'augmentation du revenu moyen sur l'ensemble de la population. Mais les gens qui sont locataires sont les personnes qui ont le niveau de vie le plus bas
en comparaison de la moyenne des Français. Donc si vous êtes locataire, c'est pas pour rien, c'est que vous pouvez pas être propriétaire. Si vous pouvez pas être propriétaire, généralement, c'est que vous n'êtes pas un héritier ou une héritière, c'est que vous n'avez pas plein de fric, c'est que vous n'avez pas hérité de foncier ou de je sais pas quoi de la part de papy ou mamie. Vous vous démerdez avec ce que vous avez réussi à gagner dans votre petit taf à vous, quoi. Et les classes populaires, on le sait, statistiquement, sont celles qui gagnent le moins d'argent. C'est pas pour rien. On se retrouve dans une situation où il y a en gros les locataires qui prennent. Donc ils se retrouvent à devoir payer des loyers de plus en plus chers à des gens qui sont de plus en plus riches, alors que leur revenu est plus bas de 26% par rapport au niveau de vie moyen. Quand vous êtes locataire, votre niveau de vie est 26% plus bas que celui du niveau de vie moyen, qui est déjà plus bas que l'augmentation des loyers. Ça vous met dans une merde noire. Mais heureusement, il y a Macron, heureusement, il y a Macron. Heureusement, on pouvait compter sur la Macronie pour résoudre ce problème, mais non, bien sûr que non, c'est faux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les macronistes? Bah, ils ont baissé les aides au logement. Et c'est pas les seuls, hein, tous les gens de droite avant ont fait exactement la même chose. Bah oui, bah évidemment, on va pas non plus soutenir ces connards de pauvres, il y a une augmentation drastique du prix des loyers, l'immobilier est en train d'exploser, tout le monde s'enrichit, ils sont là comme ça en train de s'arroser d'argent, ils se disent « Mais vous trouvez pas qu'ils coûtent un peu cher, ces connards ?» Mais vous savez quoi? On va leur baisser les aides. En parallèle de l'augmentation permanente du prix des loyers, en parallèle de l'augmentation permanente du foncier et de la valeur des biens immobiliers, etc., les aides au logement baissent. Il n'y a pas de revalorisation des barèmes qui soit proportionnelle à l'augmentation des prix. L'INRS note que sur les aides au logement, le gouvernement a fait 9 milliards d'euros d'économies entre 2017 et 2021. Et bah oui, quand on taxe pas les riches, il faut bien se rembourser quelque part. Et sur qui est-ce qu'on va se rembourser? Eh ben sur les plus pauvres, sur les connards de pauvres. Et voilà, il y a une précarité en France qui est lié au logement, dont tout le monde se désintéresse. Et le seul récit qu'on a sur cette précarité, c'est le récit du squatter. C'est pour ça que c'est aussi intéressant la question des squatteurs. C'est que on a une explosion de l'appauvrissement qui met des gens à la rue et qui sont des gens qui ne savent plus comment faire pour se loger, qui vont se retrouver à être le public des squats. On va en parler après de qui sont les personnes qui squattent. Mais en fait, au lieu de nous raconter le récit terrible de gens qui sont jetés dans la précarité et qui sont dans une situation de survie, alors même que souvent c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui font de leur mieux pour vivre en fait, tout simplement, pour simplement vivre. Et ben au lieu de nous tenir ce récit-là, on nous sort un récit sécuritaire terrifiant de gens qui viennent te voler ta maison quand tu pars en vacances ou en week-end et qui vont changer les serrures et te piquer ton chez toi. Et je le redis, oui, bien entendu, si quelqu'un vient squatter votre maison, c'est grave, évidemment que c'est grave. Et je comprends parfaitement que dans ces cas-là, on puisse vouloir que les personnes partent très rapidement, etc., etc. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que ce qui est squatté, ce sont, dans l'immense majorité des cas, toute cette partie de l'immobilier qui est utilisée pour faire de la spéculation et qui est laissé volontairement vide, tout simplement pour gagner du pognon. Ce qui devrait indigner les gens, la question qu'on devrait poser, tu vois, c'est pas « mais qu'est-ce que tu fais alors, Jérôme, si des squatteurs viennent chez toi ?» Ce serait plutôt « mais qu'est-ce que tu fais, Jérôme, si après ta carrière, par exemple, tu te retrouves à la rue ?» Ou « qu'est-ce que tu fais, Jérôme, si t'apprends que quelqu'un que tu connais, avec qui tu t'es entraîné pendant des années, se retrouve à dormir dehors ?» Jérôme Le Banner, il s'est entraîné au MMA Factory, il s'est entraîné avec un certain Francis Ngannou, qui est un des plus grands champions du MMA français. Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui dormait dehors. Et c'est ce genre de gens dont Jérôme Le Banner devrait se préoccuper plutôt que du fantasme inexistant de squatteurs qui viendraient voler des maisons qui n'existent pas. Parce que pendant qu'on est là à chialer sur des faits divers qui n'ont pas lieu, il y a autre chose qui se passe. La Fondation Abbé Pierre estime qu'en 2023, plus de 4 millions de personnes sont mal logées, tandis que près de 15 millions sont touchés par la crise du logement. Selon Urgence SDF, le nombre de SDF a plus que doublé entre 2012 et 2023, atteignant aujourd'hui environ 330 000 personnes. Le 115 a fait une statistique et il remarque une augmentation de 42% des enfants sans solution d'hébergement en 2023. Ça, c'est quelque chose qui devrait énerver Jérôme Le Banner. Ça, c'est une raison de te mordre les lèvres et d'être là en colère et de remonter tes manches. Parce que ça, c'est grave. Donc, intéressez-vous à ça, essayez d'y penser. Donc, bien entendu, je lis un peu le chat, etc. Le fait que vous soyez propriétaire ne fait pas de vous un monstre. Vous pouvez largement acheter, par exemple, une baraque. Ça ne fait pas de vous un horrible bourgeois. La différence, c'est la propriété lucrative. C'est évidemment le choix qui va être fait par des gens d'être multipropriétaires. Et les gens qui sont multipropriétaires,
c'est généralement pas d'un appart ou je sais pas quoi, hein. C'est des gens qui possèdent des rues et des rues entières. Il y a un cas assez connu à Grenoble de squat qui avait été ouvert, je crois que c'était dans 2 maisons, dans une rue, les gens étaient là, oh, ça y est, regardez, ils ont volé des maisons, machin, etc. Le type qui possédait les maisons possédait en fait 3 rues à Grenoble entières de baraques, il avait 3 agences immobilières, enfin un gars pété de fric, et voilà quoi, hein. Même les types qui ont 2 apparts en location pour arrondir la retraite, je suis contre le principe, mais c'est pas eux le fléau. Par contre, ils se sentent visés par la caricature qui est faite des critiques envers les multipropriétaires. Je suis assez d'accord avec toi, Irastios, c'est-à-dire que sur le principe, je pense que faire de la propriété lucrative, c'est dangereux, parce que ça finit par alimenter le problème dans son ensemble, mais il y a une différence gigantesque, mais vraiment gigantesque, entre vraiment les multipropriétaires qui représentent aujourd'hui l'immense majorité du parc immobilier, qui sont des ultra riches, et les gens qui ont leurs 2 apparts à la con, et qui sont pas du tout dans la même sécurité financière et stabilité financière que le type qui possède 4 immeubles, quoi, hein. C'est un peu comme ce que je dis par rapport au patron. Tu sais, vous, des fois, où je vous dis, mais moi, en vrai, maintenant, les millionnaires, j'en ai plus rien à foutre. On s'occupe des milliardaires, on verra les millionnaires après, quoi. Au point où on en est, on se concentre sur les milliardaires, quoi. Tu vois, il y a un tel accaparement des richesses par une toute petite partie de la population qu'on peut laisser de côté ces gens-là. Et je pense que d'une certaine manière, en s'y intéressant pas, en disant à ces gens-là, non mais c'est bon, quoi. Franchement, on n'est pas sur votre cul. On récupérerait du monde. Je pense que sur la question du squat, on a perdu énormément de gens. Parce que les gens se disaient non mais en fait les squatteurs ils vont venir chez moi, ils vont me voler ma baraque, moi j'ai travaillé toute ma vie pour avoir ma petite maison. Enfin, à un moment dans le capitalisme, posséder son lieu à soi, c'est l'accomplissement d'une vie. C'est pas juste un détail. C'est toute ta vie que tu as consacrée à réussir à avoir ta baraque. C'est énormément de travail, c'est le putain de crédit que tu as sous la gorge comme un couteau tous les jours quand tu te lèves et tous les soirs quand tu te couches en te demandant comment tu vas faire pour payer, comment tu vas t'en sortir, quand est-ce que tu vas gagner assez de thunes et tout machin. Qu'on te dise, attends, là, il y a des gauchos, ils ont décidé que s'il y a des gens qui rentrent chez toi, ils vont changer les clés, ils vont venir et voler ta maison. Évidemment que ça terrifie les gens. Sauf que c'est faux. c'est complètement de la merde. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens. C'est qu'il y a un fantasme du squatter, mais qui est un putain de fantasme politique. Le discours, là, qui tient le banner sur... Oui, ils viennent changer les serrures chez la grand-mère, et nanana, machin. C'est pas un discours qui s'est fait tout seul, hein. C'est un discours qu'on entend et qui est défendu par la droite depuis des années. Quand je parle de fantasme politique, c'est vraiment fabriqué par un discours politique. Il y a Dupond-Moretti, quand il était ministre de la Justice, c'est lui qui a défendu la loi anti-squat. Et devant l'Assemblée, alors qu'il est en train de défendre sa loi et qu'il est face aux oppositions, il a dit précisément, je le cite, il dit à l'opposition « Ce soir, après la séance, j'irai m'installer chez vous et je changerai les serrures avec toute mon équipe. » Puis il en rajoute après en disant oui parce qu'aujourd'hui on apprend à squatter sur internet, c'est devenu super facile, on vient vous voler votre maison pendant vos vacances. C'est exactement le discours de Le Banner. Les mots de Le Banner sont en fait les mots de Dupond-Moretti. Pourtant, quand on regarde les chiffres, en réalité, les squats sont un phénomène extrêmement rare. En réalité, en janvier 2021, les préfets ont remonté 124 demandes d'intervention auprès de leur bureau pour des affaires de squat. C'est rien. 124 demandes en préfecture sur l'ensemble de la France sur un an. La réalité, par exemple, d'une loi comme la loi anti-squat faite par la Macronie, c'est que la loi anti-squat ne s'intéresse à aucun moment réellement au problème des squatteurs. C'est un cheval de Troie pour renforcer le droit des propriétaires contre les locataires. Pourquoi est-ce qu'on en fait une affaire nationale ? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est tout ce que j'ai cité d'abord, la situation catastrophique du logement en France. Vous êtes en 2021, vous sortez du Covid, il y a une situation d'appauvrissement généralisée en France, énormément de gens qui sont en précarité, menacés par la rue, menacés de devoir perdre leur logement, toutes les associations qui informent sur ça, les restos du cœur qui sont quasiment en faillite, et que fait le gouvernement Macron ? Comme toujours, un contre-feu. On parle du logement, mais au lieu de parler du mal-logement, au lieu de parler de la responsabilité des plus riches dans l'explosion du mal-logement, on cible, comme toujours, des responsables et on mène une politique sécuritaire. Leurs politiques ne fonctionnent pas, leurs politiques sont dangereuses, leurs politiques vous appauvrissent et vous enlèvent tout. Oui, mais il y a des méchants qui vont venir vous voler si jamais ça change. Alors attention, il faut faire une loi et patati et patata. Et en plus de ça, ils en profitent dans leur loi anti-squat pour aller taper
à nouveau sur les locataires. Parce que qu'est-ce qui va changer avec la loi anti-squat? Eh bien, désormais, par exemple, tout contrat de bail d'habitation va contenir une clause résolutoire qui va prévoir la résiliation de plein droit du contrat de location par le bailleur en cas de défaut de paiement. Donc ça va simplifier les expulsions. Le délai de paiement en cas de défaut de paiement, d'ailleurs, va être largement raccourci. On va passer de 2 mois à 6 semaines, ce qui va donner un temps extrêmement réduit aux personnes qui seront en galère pour régler leur dette locative. Et si jamais il y a une expulsion, le délai qui était à l'époque de 3 mois et 3 ans va être réduit à 1 mois et 1 an. Ils en ont rien à foutre des squatteurs, pourquoi est-ce qu'ils se feraient chier pour ça? Je le redis, les affaires de squat, c'est 124 demandes d'intervention sur 1 an sur le territoire français, vous vous rendez compte, c'est rien. On vous monte la tête avec ça comme si ça arrivait tous les jours. Là, le Banner et le Rusty, vous avez vu quand ils en parlent? Oui, qu'est-ce que tu fais s'il y a des squatteurs? Ah oui, moi je ferai ça, moi je ferai ça. Vous savez, c'est exactement la même chose que si les types te disaient qu'est-ce que tu fais si tu marches dans la rue, t'as une raquette de ping-pong et on te lance une grenade? Ça n'arrivera jamais, parce que vous n'êtes pas déjà la cible des squats, tout simplement parce que les squats ne s'ouvrent pas dans des maisons pavillonnaires, occupées, dans lesquelles il y a des gens qui habitent réellement, qui connaissent leur voisinage, etc., etc. Je dis pas que ça peut jamais arriver, je préchote les commentaires que la cousine du frère, du coiffeur, du mec qui habite à côté de votre boulanger, et ben une fois, il y a un squatter, il est venu dans son jardin, je sais pas quoi, ok. Mais si on regarde dans la majorité des cas, en fait, les squatteurs s'installent dans des biens qui sont inoccupés depuis longtemps. Dans les affaires de squat, les propriétaires, en fait, ils viennent toujours sortir les violons pour parler d'injustice, mais ce sont des gens qui sont multipropriétaires et ne font aucun usage des lieux pendant des années. La grande majorité des squats se font dans ce type de bâtiment, et ça tombe bien, ce type de bâtiment, ils appartiennent à des gens extrêmement riches, et dans la majorité des cas, en fait, des sociétés. Ce sont des sociétés qui achètent des bâtiments comme des fonds spéculatifs et qui n'ont aucun projet pour ces bâtiments-là. C'est des putains de sociétés qui spéculent sur l'immobilier, qui achètent des tonnes et des tonnes de bâtiments en faisant rien, en attendant que les prix montent automatiquement pour les revendre quand les prix sont assez hauts. Et ça s'arrête à ça. Les habitants des squats sont en réalité des gens qui sont les premières victimes de la situation du logement en France, non pas d'une situation qui serait comme un ouragan ou un orage, quelque chose qui arriverait par une force naturelle incompréhensible, mais en réalité ce sont les premières victimes de la spéculation. Et ces gens-là, en fait, sont les victimes directes des personnes qui, dans le discours public, sont présentées comme les victimes. Et j'espère que vous comprenez à quel point c'est malhonnête ce débat. C'est que dans l'immense majorité des cas, les habitants de squats sont avant tout des mal logés qui subissent la spéculation immobilière faite par les ultra riches. Les mêmes ultra riches qui, quand ces pauvres débarquent pour ensuite dire bon bah désolé, faut bien qu'on dorme quelque part, on en a marre de crever de froid, viennent chialer à la télévision pour dire c'est nous les victimes, oh là là, regardez comme on est pauvres. Il y a des documentaires et des putains de reportages entiers de CNews qui viennent vous montrer comme ça des bourgeois qui ont des immeubles, des gens qui ont des immeubles et qui sont là, oui mon immeuble est squatté, bon j'en faisais rien depuis 15 ans, mais là j'ai un projet, je vous jure, c'est insoutenable, je n'endors plus la nuit, et t'es là, mais tous ces gens qui crèvent à cause des volontés spéculatives de ces connards de propriétaires, est-ce que ça intéresserait pas quelqu'un? Est-ce que vous pourriez pas faire la corrélation entre la spéculation immobilière et le mal logement? Ce serait incroyable. C'est exactement ce que démontre le travail de Florence Bouillon, qui dit mais en fait la majorité des gens dans les squats, c'est des gens qui cherchent un endroit où vivre. C'est tout, c'est des squats d'habitation qui sont liés au manque de logements accessibles pour les classes les plus pauvres. Elle note que les squats apparaissent majoritairement dans des bâtiments qui sont vides depuis des années, voire plusieurs décennies, et qui sont lourdement détériorés par l'inoccupation. On est très très loin de tout ce qui est le fantasme de la maison de banlieue, de l'appartement ou je sais pas quoi. Elle dit en réalité la plupart des squats sont dans des appartements ou des immeubles qui ne sont même plus raccordés au fluide. Leurs habitants doivent vivre sans accès ni à l'eau courante ni à l'électricité, ce qui a des effets sanitaires catastrophiques, développement de maladies respiratoires, de problèmes dermatologiques, sans même évoquer la souffrance psychique provoquée par cette forme extrême d'inconfort. Et ça, c'est un autre truc, c'est que les gens, je pense, ils se sont fait une image du squatter comme une personne oisive qui n'a pas envie de payer son loyer et qui est là, et venez les gars, on paye pas le loyer, ah ouais, on gagnera plein d'argent et avec ça on ira s'acheter des iPhones. Mais en fait, on est sur des gens ultra précaires, dans un état de pauvreté énorme et qui vont vivre dans des situations horribles. Vous posez vos affaires sans savoir si demain, il n'y a pas quelqu'un qui va débarquer, ouvrir la porte, prendre tout ce que vous avez, le balancer dehors, vous foutre dehors et vous allez devoir dormir à la rue. C'est des gens qui sont dans une situation où ils sont déjà à la rue en réalité. Hein. Le squat, c'est déjà une forme de... T'es déjà un SDF d'une certaine manière, quoi. Et les endroits où tu vas dormir et où tu vas vivre sont horribles. Pour avoir personnellement déjà vécu dans des appartements insalubres, quand tu vis dans un endroit insalubre, le poids mental que ça pèse, oh là là, mais
cauchemardesque. Dormir, c'est dur, tu vois. Dormir, c'est dur parce que dormir, c'est avoir froid, c'est trouver comment te mettre sur le matelas pour pas avoir froid. Et puis dès qu'il pleut, t'as les murs qui sont mouillés, donc ça va tremper ton matelas, tu galères et tout machin. Tu vas prendre une douche. Tu te gèles parce que l'eau elle est froide l'hiver, la douche froide l'hiver. Les gens qui trouvent que les squatteurs ont une vie confortable, mais je pense c'est aller vous amuser à prendre des douches froides l'hiver, quoi. Tous les fachos ils font ça en mode oui ça m'endurcit, je suis un véritable homme tellement l'épreuve est dure. Mais il y a des gens ils vivent ça tous les jours de leur vie et c'est leur quotidien. Tout ce que tu vis en fait, les punaises de lit, les cafards, tous ces problèmes là en fait. Et c'est quelque chose mentalement c'est un enfer. Et en plus de ça t'as la peur que oui Jérôme Le Banner et ses copains parce qu'il a reçu un DM Insta viennent te casser la gueule de ton crime d'être pauvre, tu vois. Comme si t'étais un monstre. On peut réagir négativement à une histoire de squat, pourquoi pas. Disons demain, vas-y, ma daronne, elle se fait squatter sa maison, machin et tout, je sais pas quoi faire, elle risque de se retrouver dehors et tout. Je comprends hein, la réaction, je le redis, c'est pas ça qui se passe. Techniquement, c'est pas ce qui arrive. Mais est-ce que ta première réaction, ça doit être la violence, tu vois? Est-ce que ta première réaction, ça doit être on va les dégager, les tabasser, leur faire du mal et tout? C'est vrai, intuitivement, moi, dans mon milieu, et la manière dont on m'a un peu éduqué, c'est un peu si on te vole ton pain, vas-y, sors le couteau, quoi. Tu vois, n'aie pas peur, mets les coups, parce que sinon, attention, on va te prendre ce que t'as. Donc c'est vrai, le réflexe, ce serait peut-être de dire j'appelle mon frère, des collègues, on débarque, on pète tout, tu vois. Sauf que ça, c'est typiquement ce qu'on met dans la tête des gens, c'est typiquement ce que le discours de Le Banner, il est en train de dire, c'est en mode, si jamais on vient squatter, de toute façon, la police viendra pas, la solution, c'est d'aller casser des gueules, machin et tout. Personnellement, j'avoue, mon instinct, ce serait pas d'appeler la police. Mais je pense que, tu vois, peut-être tu peux appeler une asso aussi. Peut-être que tu peux appeler une asso pour les mal logés, parce qu'il y a aucun moment ça leur traverse l'esprit à ces connards. Ils se disent jamais mais en fait, je peux peut-être appeler une association pour les personnes SDF mal logées, discuter avec, voir si on peut essayer de résoudre le problème différemment. Non, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, je te tue, machin et tout. Et je le redis, 99,9999% des cas, les maisons squattées sont des maisons vides. Hein. Florence Bouillon, chercheuse qui a bossé là-dessus, machin et tout, ce sont des maisons vides depuis des décennies. Des décennies. Donc non, il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait foutre dehors, c'est de la merde. Par contre, il y a une réalité. La réalité, c'est que les videurs de squat à la Jérôme Le Banner, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Ça indigne un petit peu moins, donc on en parle moins sur CNews et compagnie que la Richou qui a perdu son immeuble et qui est là à chialer avec son petit foulard Chanel autour du cou et patati et patata. Mais le récit héroïque de gens qui viennent foutre les squatteurs dehors, machin et tout, qu'on entend comme celui de Le Banner qui a hyper marché hein, sur TikTok, sur Insta, ils en ont fait des shorts, tout le monde en a parlé hein, de ce truc qu'on vient de regarder tous ensemble. Ça donne quoi ? Ça donne des gens qui vont faire un truc profondément illégal, hein, parce que je le rappelle que vous n'êtes pas censé expulser des gens à l'envi. Selon l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, toute expulsion, y compris d'un occupant sans droit ni titre, doit être précédée d'une décision de justice. Un propriétaire ne peut donc pas procéder à une expulsion par la force ni exécuter lui-même le jugement d'expulsion. Donc c'est totalement illégal d'expulser une personne de manière violente, ça s'appelle une agression. Et quand bien même vous vous dites oui mais attendez c'est du bon sens, la police va pas venir, ma mère va se retrouver dehors machin etc et tout, le problème c'est que ça donne des histoires qui tournent extrêmement mal. Je vais vous en citer deux et je vais pas vous les citer pour le plaisir du fait divers, mais je veux juste que vous ayez en tête jusqu'où ça va ces affaires là, parce que on parle pas juste de gens qui se font casser la gueule hein. Parce que les gens sont tellement obsédés par le risque et la menace sécuritaire que représente le squat, ils sont tellement bouffés par ce récit politique porté par des Dupond-Moretti et compagnie qu'ils déshumanisent totalement les squatteurs. Ils ne les voient que comme un risque et du coup ça donne des résultats pas ouf du tout. Par exemple, on a en 2024 un policier hors service qui a assassiné un homme d'une trentaine d'années. Donc la victime c'était un homme sans papier d'origine algérienne qui dormait dans un abri de jardin de la mère du policier depuis quelques jours. Le policier est venu le déloger et lui a tiré 7 balles dessus dont 5 qui ont touché. L'avocat de la famille de la victime parle d'un meurtre raciste. Donc oui, là on est un peu dans le cas à la Le Banner hein. Il y a une mamie qui a un abri de jardin au fond de son jardin et dedans, ça fait quelques jours qu'il y a un SDF qui dort, ça rentre dans une pratique du squat. La réalité, c'est que le type serait probablement parti et il s'est certainement mis là parce qu'il a vu que personne n'allait jamais dans le jardin et qu'il avait un endroit où se mettre quand il faisait froid et un endroit sec. Il y avait le choix. Il y avait j'appelle une association peut-être pour venir faire une médiation, j'essaye de discuter avec la personne, de trouver une solution, machin et tout, ou j'arrive, je sors mon arme et je lui mets 7 balles dans le corps. Il a fait son choix, le choix du meurtre. Je le redis, je le lis pas pour le plaisir du fait divers, mais vraiment pour vous montrer qu'il y a une déshumanisation totale des squatteurs et ça peut aller à un niveau de ouf.
En 2023, la veille de Noël, un couple avec 2 enfants de 9 et 13 ans ont assassiné un jeune homme qui squattait un cabanon sur un terrain qui leur appartenait. Donc c'était pas leur jardin, machin et tout. Ils avaient un terrain, sur le terrain il y avait un cabanon et dedans il y avait un jeune homme qui squattait. Le procureur de la République de Metz qui était sur l'affaire parle d'une mort violente et pas du tout accidentelle. Ils ont, après avoir assassiné le jeune homme, découpé le corps et l'ont caché dans une malle dans leur sous-sol. Je trouve que ça marque quand même une réalité. C'est que le discours héroïque tenu par le Banner face à Rusty en mode « Ah ouais, mais vas-y, il faut faire quelque chose, machin et tout », en fait, ça inscrit dans l'idée des gens que la seule manière de gérer la question du squat, c'est par l'agression physique. Attention, il y a quelqu'un sur votre terrain, il va jamais partir, il va jamais s'en aller, il faut absolument que vous débarquiez et que vous tabassiez la personne parce que sinon elle va rester pendant 10 ans et vous allez perdre de l'argent. Sauf qu'en réalité, la personne, c'est dans la majorité des cas, une victime du mal logement en France, qui ne sait pas où dormir, qui ne sait pas quoi faire, qui se met dans un petit coin en espérant ne pas se faire remarquer, en se disant pour quelques jours je sais où me mettre et puis quand on m'aura dégagé j'irai à l'endroit suivant. Et toute la représentation qui est faite autour du squat comme étant quelque chose d'impuni, et c'est ça le pire, est fausse. C'est totalement faux. Il y a une vraie et forte répression judiciaire et policière par rapport au squat. Il y a même des policiers qui font régulièrement, de manière illégale, des expulsions en dehors, mais vraiment de tout cadre et de toute procédure, en sachant pertinemment que les personnes qui squattent, elles sont trop vulnérables pour pouvoir se défendre. C'est régulièrement dénoncé par les associations. La justice n'hésite pas du tout à criminaliser les squats. Le nombre d'expulsions forcées n'a jamais été, par exemple, aussi élevé. En 2018, on compte 15 993 expulsions en France, pas que des squats, ça peut être des locataires, des trucs comme ça et tout, soit une hausse de 169% par rapport à l'année 2000. Selon le ministère du Logement, du coup, en janvier 2021, les préfets ont remonté 124 demandes d'intervention auprès de leur bureau pour des cas de squat. Dans 75% des cas, les propriétaires ont pu retrouver leur propriété. Ça laisse donc 29 cas non traités en France. Le squat en France, c'est 29 cas non traités. Le ministère du Logement souligne, c'est le ministère du Logement macroniste qui fait la loi anti-squat. C'est pas des gens qui sont en mode on minimise. Mais ils sont obligés de le dire, le ministère souligne, le squat n'est pas un phénomène massif en France. Je cite, le squat, selon le ministère du Logement macroniste, n'est pas un phénomène massif. La réalité, c'est qu'on est dans un système donc, où il y a à la fois un appauvrissement généralisé de la population, de plus en plus de gens qui sont en précarité, et sans aucune surprise, le système répressif envers les squats et les personnes qui squattent est absolument violent et tout à fait fonctionnel. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous vous posez la question de si on est dans un état policier proto-fasciste, vous y êtes. Bien sûr, aucun problème. En réalité, en France, le droit de propriété est toujours mis en avant par rapport au droit au logement. Amandine Cayol, qui est une chercheuse en droit, relève que devant les juridictions ordinaires, le droit privé est strictement protégé, et ce même face à des droits fondamentaux d'égale valeur normative, je la cite, tels que le droit au respect du domicile. Vous avez un droit au logement, faut bien comprendre en France, il y a légalement des lois qui disent et qui encadrent le fait d'avoir droit à un logement. Mais en général, le choix qui est fait par l'institution, c'est toujours de mettre le droit de propriété au-dessus du droit au logement. Donc, à un moment donné, s'il y a ce qu'ils appellent donc un contrôle de proportionnalité qui doit être réalisé par les juges, la nécessité que le propriétaire puisse retrouver la plénitude de son droit, donc que le propriétaire récupère son logement, conduit en pratique à, en gros, foutre dehors les gens, quoi. Donc, à des mesures d'expulsion et de démolition de constructions illégalement réalisées depuis plusieurs années sur le terrain d'autrui. Ça, c'est Amandine Cayol, chercheuse sur le droit, qui a travaillé sur des affaires liées au squat et qui parle de la réalité, pas du fantasme de Rusty et Jérôme Le Banner. Pourtant, il y a en France une vraie logique, normalement, de protection légale. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, et dans niveau de vie suffisant, il y a la notion de logement. C'est l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est tellement important que plusieurs pays ont inscrit le droit au logement dans leur constitution, notamment l'Espagne, la Finlande, le Portugal, la Grèce, la Belgique, le Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie et la Suède. En France, on l'a plus ou moins fait. C'est-à-dire qu'on a fait un truc à la française, un truc un peu bizarre et flou. Le Conseil constitutionnel remarque dans une décision de janvier 95 que le droit au logement est un objectif à valeur constitutionnelle. Voilà. En termes de droit, c'est un peu fou, mais si on creuse, en fait, on comprend que dans la Constitution, en 1946, il est dit que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement, ce
qui semble tacitement inclure dans les conditions nécessaires à leur développement le logement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous développer et vivre correctement si vous n'avez pas d'endroit où vous loger. Et donc le Conseil constitutionnel, quand ils disent le droit au logement est un objectif à valeur constitutionnelle, ce qu'ils veulent dire, c'est que du coup, oui, effectivement, dans cette logique de conditions nécessaires à leur développement garanties par la nation, ben il y a bien la notion de logement. Et en plus, chose intéressante, en 90, il va y avoir une loi, donc la loi Besson, qui va définir le droit au logement comme un droit à un logement décent et indépendant. Donc qui dit oui, les gens ont un droit au logement et ce logement, il doit être décent. C'est hyper important parce que dans la notion de décence, ça incorpore plein de choses, notamment la présence d'équipements de confort comme avoir des chiottes, le chauffage, la sécurité, la salubrité. Toute cette situation, donc sur les lois et tout, par rapport au logement, ont été renforcées en 2007 par une loi où là tout le monde s'est dit ça y est, c'est gagné. Je vous parlais des mobilisations sociales. En gros, il y a une association qui s'appelait les Enfants de Don Quichotte qui autour de 2005, 2006, 2007 va avoir une énorme action et va notamment installer du coup des tentes dans des lieux très visibles pour montrer symboliquement et concrètement l'existence des personnes à la rue. Ça va faire un tremblement de terre médiatique et politique, et ça va conduire donc à une loi, la loi Dallot, votée en 2007 pour droit au logement opposable, une loi qui oblige la puissance publique à obtenir des résultats sur le logement. En gros, on peut maintenant demander à l'État de se voir attribuer en urgence un logement social, sous certaines conditions, évidemment de précarité et tout, mais il y a une obligation de moyens, l'État doit avoir des putains de résultats sur le logement, parce que c'est une obligation légale. C'est super, mais ils vont s'en battre les couilles. Ils vont s'en battre les couilles. En 2022, 1 million de recours Dallot auront été déposés et 15 ans plus tard, plus personne n'y croit. Selon un rapport de la Cour des comptes sorti en 2022, moins de la moitié des ménages reconnus éligibles au Dallot a été relogé. De nombreux ménages ont été tout simplement reconnus inéligibles, c'est-à-dire qu'on les a foutus dehors en disant « oui, non, mais vous, non, vous n'êtes pas assez précaires ». Alors c'est des gens dans des situations terribles. La Cour des comptes explique que le droit au logement n'est pas devenu un droit effectif, que les sanctions prévues par la loi contre les acteurs du logement qui favorisent la crise ne sont tout simplement pas utilisées. En gros, il y avait une loi qui permettait à l'État non seulement de reloger les gens, mais aussi de mettre la pression à tous ces types qui spéculent sur l'immobilier, à dire mais non, attendez, nous maintenant nous avons obligation de protéger les gens et de faire en sorte qu'ils puissent être logés. Aujourd'hui vos actions spéculatives vont contre ça, nous pouvons faire quelque chose, mais rien n'a été foutu. La Cour des comptes pointe l'effort insuffisant des collectivités territoriales et des bailleurs pour participer à l'effort de relogement aux côtés de l'État. Donc en gros la loi ne répond pas à la réalité qui est en fait la disparition pure et simple des logements bon marché dans les grandes métropoles et qui fait que en gros tout le monde est dans une précarisation de ouf. Il y a une loi pour faire quelque chose et tout le monde s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, il faut quand même le poser, une solidarité de classe au sommet de l'État, où on a des bourgeois multipropriétaires qui ne voient pas l'intérêt de taper sur les doigts des autres bourgeois multipropriétaires qui participent aujourd'hui à foutre tout le monde à la rue. C'est quoi cette loi anti-squat de la Macronie ? J'en ai donné plusieurs raisons, mais il s'est rien passé autour du squat au moment de la loi macroniste. Elle sort juste du chapeau. Pourtant, il y avait une autre loi à faire dont tout le monde attendait quelque chose. C'est celle sur les marchands de sommeil. Parce que tout le monde parle des squatteurs, mais en France, ces dernières années, on a eu un événement dramatique à Marseille, le fameux effondrement de la rue d'Aubagne, où on a eu 8 morts qui ont été tués par des marchands de sommeil, en gros des propriétaires, pour la majorité des multipropriétaires extrêmement fortunés, qui louaient des appartements insalubres dans des immeubles au bord de l'effondrement, qui en avaient été prévenus et qui ont fait le choix volontaire de laisser des gens vivre dans ces conditions-là, en gagnant de l'argent sur cette énorme précarité de ces personnes, en les faisant risquer leur vie, jusqu'à ce que les immeubles s'effondrent et que ces personnes meurent. Et pourtant, on verra jamais Jérôme Le Banner raconter comme ça face à Rusty comment il irait tabasser Xavier Cachard, l'ancien vice-président LR de la région PACA, qui est aujourd'hui accusé d'homicide pour avoir délibérément hébergé des personnes dans des logements insalubres qui ont fini par s'effondrer et les tuer, quoi. Parce que ce discours public et ce discours politique, il a été même absent
quasiment du débat français. On a vu même à gauche très peu de gens s'emparer de ces affaires-là. Pourtant, ça aurait pu permettre de mettre la question du mal logement à l'agenda politique, et on fait le choix aujourd'hui d'ignorer ces questions-là. Et du coup, l'échec de tout ce qui touche à la proposition d'Allo, c'est l'échec d'une volonté publique de s'emparer de ces questions-là. On a fait une loi pour faire plaisir aux gauchos, et finalement, après, on s'en est battu les couilles et on n'a pas respecté les mesures. Beaucoup de mairies ont des problèmes de complaisance avec les marchands de sommeil. En même temps, évidemment qu'ils ont des complaisances, vu que c'est des élus locaux qui possèdent les trucs. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais sur la solidarité de classe. C'est à un moment donné, pourquoi est-ce qu'ils s'y intéresseraient, sachant qu'au final, ils sont eux-mêmes les bénéficiaires du système qu'ils sont censés dénoncer. Quand on regarde qui sont les squatteurs, ben en fait, on n'a pas du tout affaire à des gens qui sont des profiteurs, mais des gens qui n'ont pas d'autre choix. Vous avez qui dans les squats, donc je cite encore Florence Bouillon, vous avez des personnes sans papier, donc qui par définition ont à peu près aucune possibilité d'accès à des formes ordinaires de logement, hein. Selon la sociologue le sociologue Salvador Padilla, il y a en France une forme de délit d'immigration qui sont des formes d'infraction qui sont la conséquence directe de situations d'irrégularité, et en fait c'est des problèmes qu'on peut pas résoudre par la criminalisation du squat, parce que au final quand vous êtes sans papier et que vous ne pouvez pas louer un appartement, que vous ne pouvez pas louer un petit studio ou quoi que ce soit, quand bien même vous travaillez, quand bien même vous gagnez de l'argent, etc., parce que vous n'avez pas administrativement les bons papiers pour, la seule manière de résoudre le problème, c'est des politiques publiques. Ça va pas se résoudre en criminalisant les gens, ils vont pas disparaître en fait. Il y a à côté un autre profil assez proche qui est celui des demandeurs et demandeuses d'asile, parce que tous les demandeurs et demandeuses d'asile ne peuvent pas être reçus dans les centres d'hébergement de demandeurs d'asile, où il n'y a pas assez de place en fait. Et du coup, proportionnellement à la demande, il y a des gens qui se retrouvent dehors. À nouveau, faillite politique. C'est pas des choses qu'on va résoudre magiquement comme ça en disant ah on va faire disparaître les squats, mais vous ferez pas disparaître les squats si vous faites pas disparaître la précarité des personnes qui sont dans l'obligation du squat. Un problème supplémentaire qui est souligné par Florence Bouillon et que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a aussi un racisme systémique en France à l'égard des personnes assimilées à l'immigration qui rend pour elles l'accès au logement extraordinairement compliqué. C'est-à-dire que ces personnes, en plus de devoir dans les grandes villes avoir 3 fois le loyer sur leur compte en banque, avoir 25 garants, avoir un CDI, avoir ci, avoir ça, etc. et tout, ces personnes en plus on exige d'elles, même si elles ont les papiers, tout ce que vous voulez et tout, eh bien de changer de couleur de peau et de nom de famille, parce qu'il y a un racisme réel qui amène en fait à une discrimination dans la possibilité d'accès au logement. Il y a une enquête de SOS Racisme qui a été faite sur le sujet en 2019 en Île-de-France et qui constate que un profil asiatique a 15% de chance en moins d'avoir un logement qu'une personne qui est considérée comme française. Pour une personne d'origine maghrébine, ça tombe à 28%, et pour une personne ultramarine ou d'Afrique subsaharienne considérée comme racisée, ça tombe à 38% de chance en moins. En fait, en réalité, il y a un racisme systémique qui fait que dans des situations déjà de crise du logement, il y a certaines personnes qui se retrouvent tout simplement exclues du marché. Et ces gens-là, où vous voulez qu'ils aillent? C'est des gens qui bossent, c'est des gens qui cherchent des solutions et auxquelles on répond nique ta mère. On ne leur propose rien, tout le monde dit que non, ça n'existe pas, le racisme n'existe pas. À ça, vous ajoutez, en plus, évidemment, toutes les personnes sans logement divers et variés, quoi. Les types au chômage, les familles nombreuses qui se retrouvent dans une situation galère, des couples sans emploi fixe, des étudiants, les travailleurs précaires, toutes et tous les travailleurs aujourd'hui qui n'ont plus la stabilité d'un CDI, qui en fait sont des gens, si on se réfère à la loi, qui devraient avoir accès à un logement, à la limite un logement de droit commun, mais qui devraient avoir accès à un logement, et on ne leur en donne pas. J'avais mis de côté un article de Contre-Attaque qui s'appelle Intox médiatique autour des squatteurs, et qui va prendre 2 affaires qui ont été mises en avant et qui étaient 2 affaires de squat où on avait l'impression que c'était des gens innocents qui se retrouvaient dans des situations horribles. Première affaire, qui est une affaire lourdement médiatisée, puisqu'elle va passer sur CNews, on va en parler dans les grandes gueules, sur BFM, ça va faire quand même le tour des médias. L'histoire de Maria.
qui pourrait être condamnée à une peine de 7 ans de prison et une amende de 100 000 € pour avoir expulsé elle-même les squatteurs de sa maison. Et parce que les méchants squatteurs auraient porté plainte contre la propriétaire. Donc ça va à 100% dans le récit habituel et ordinaire des médias, qui est de dire, voilà ce qui se passe, les squatteurs ils viennent chez des petits propriétaires, et ensuite c'est l'enfer pour eux, et puis quand ils les expulsent, ils se retrouvent avec des procès, etc. Dans tous les médias, tout le monde en parle comme si c'était très grave. Une chroniqueuse dans les grosses têtes dit si la justice fonctionnait, si les lois étaient effectives et rapides, les gens n'auraient pas besoin d'en arriver à ces extrémités. Et dans Marie-Claire, on parle d'une dame qui se retrouve pieds et poings liés car elle ne peut rien contre ceux qui squattent son bien. Vous êtes le random normie qui lit les médias comme ça tous les jours sans vérifier les infos, et vous vous dites putain, mais c'est ça qui se passe en France autour du squat. Et puis après, vérification des faits. En fait, il n'y a jamais eu de squatter chez Maria. Il n'y a pas de squat. C'est une famille de locataires. Un couple d'époux avec leurs 2 enfants, les époux d'art, qui louent ce bien à une propriétaire qui, en 2022, rencontre un différend avec elle à propos des montants des loyers. Maria, c'est pas sa petite maison, hein, c'est une meuf qui vit même pas en France, qui loue comme ça et qui se fait de l'argent sur du locatif. Il y a l'attente d'une décision judiciaire, et pendant cette période, la famille continue à verser des loyers, mais auprès d'une banque qui les bloque dans l'attente du délibéré. Donc il n'y a absolument aucun squat dans cette affaire. Pour qu'il y ait squat, il faut qu'il y ait au moins que les gens arrêtent de payer, mais là ils n'arrêtent pas de payer. En fait, le loyer est mis sous scellé, quoi. À l'époque, la famille Dard avait expliqué dans la presse que les mois d'impayés vont être régularisés et nous ne sommes pas des mauvais payeurs. Une situation donc très éloignée du récit que donnent les titres de presse sur des squatteurs. Pourquoi est-ce que Maria se retrouve poursuivie par ses locataires ? Parce qu'à un moment donné, quand ses locataires sont partis en vacances, elle est rentrée chez eux, elle a vidé leur maison entièrement, a jeté toutes leurs affaires à la rue, sans attendre de décision de justice ou quoi que ce soit. Elle a fait changer les serrures, tout ça illégalement, et a laissé le contenu de la maison en pleine rue, qui a été entièrement récupéré par des passants. La meuf, elle est rentrée chez les gens, on rappelle qu'il y a un litige en justice, qu'il y a l'attente d'une décision de justice, que les loyers sont payés, et ils ont tout perdu, c'est un cambriolage quoi, hein. Elle leur a fait tout perdre. Et en plus elle l'a reconnu, la Maria, elle l'a reconnu, j'ai tout mis sur le trottoir, les gens sont venus se servir, le bruit d'un vide-grenier s'est vite répandu jusqu'au quartier voisin, quant aux voitures, elles sont chez des épavistes dont la police a les numéros. Mais vous vous rendez compte du truc de ouf ? Elle leur a pris l'intégralité de leur vie, et du coup elles se retrouvent poursuivies pour vol. Mais évidemment qu'elles se retrouvent poursuivies pour vol, évidemment qu'ils ont porté plainte, mais soyons honnêtes, c'est pas ce que disent les médias, hein. Elle ira jamais en tôle, hein, parce que sous une contre-attaque, elle aura une amende au pire, mais ce qu'elle a fait c'est horrible, évidemment qu'elle doit être poursuivie, c'est ouf. Faut surtout pas que les propriétaires commencent à penser qu'ils puissent rentrer chez les gens n'importe quand, foutre toutes leurs affaires dehors et dire ah oui bah ils m'ont fait chier machin et tout, laisser les gens tout perdre. Mais voilà, les gens en fait dans leur tête, la seule chose qu'ils retiennent de cette affaire, c'est ce que les grands médias leur ont dit, les squatteurs ont tous les droits dans le pays, et les gens comme le Banner, ils ont vu que ça, ils ont vu que le gros titre qui est mon Dieu, cette pauvre dame qui se fait squatter sa maison et qui en plus est poursuivie par la justice alors qu'elle est totalement innocente. Une autre affaire du même genre qui est arrivée en 2022, donc ça part du Parisien, toujours dans les bons coups du journalisme, hein, qui raconte qu'un couple achète une maison squattée par une famille sans le savoir. Donc là, on est à Ollainville, lointaine banlieue parisienne. Il y a des gens qui achètent un petit pavillon. Et reportage, on y voit un couple qui explique avoir découvert que la maison qu'ils avaient achetée était squattée par une famille. Ils disaient avoir été choqués et surpris que le projet de leur vie tombe à l'eau et qu'ils se retrouvent à payer à la fois cette maison dans laquelle ils ne peuvent emménager en plus de leur actuel logement. L'interview, elle est vue des millions de fois. Ils sont invités sur CNews, ils finissent chez Hanouna. Emballement, Darmanin fait un tweet, on réclame l'expulsion des méchants squatteurs. Mais quoi ? Le rêve d'une vie. Et là, vous voyez ce que je vous disais sur l'importance de souligner et de comprendre le rêve prolétaire, qui est de dire ouais ben en fait moi je travaille, mon rêve c'est d'avoir ma petite maison, j'ai tout donné et si jamais on m'enlevait ça j'aurais tout perdu. Je comprends l'indignation des gens, c'est pour ça que dès le départ je le souligne et je le dis, oui bien sûr on squatte votre baraque et tout, il y a pas de souci machin, mais ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité, parce que vous allez voir que dans cette affaire c'est pas du tout ça qui s'est passé. En réalité la maison elle a été vendue très en dessous du prix du marché, bradée par une agence immobilière peu scrupuleuse parce qu'elle était habitée et l'agence immobilière le savait. Le couple d'acheteurs le savait aussi. Il y a une vidéo qui a été révélée par la suite où on voit l'agente immobilière morte de rire avec le couple qui sont en train de dire que c'est une vente un peu particulière, une vente sans remettre de clé, juste l'attestation car le bien est occupé et il va falloir
faire partir les gens qui sont dedans, récupérer le bien et refaire les clés. Les gens ont acheté en fait cette maison en connaissance de cause. En fait, ils ne découvrent pas que la maison est squattée, ils l'ont acheté pour en fait une bouchée de pain. Leur idée c'était, on leur a vendu cette maison, ils l'ont acheté très peu cher en leur disant bah, vous allez aller tabasser ces gens sans passer par la justice, elle a le banner. Et la famille en question, ils ne se sont jamais posé la question de la famille, comme le banner s'est jamais posé la question de la famille. Parce qu'en réalité, ben, c'est une famille qui a assuré, quand on leur a posé la question, qu'on a arrêté d'en faire des méchants squatteurs, qu'ils avaient acheté la maison. Et ils possédaient quoi ? Aussi, ben, une espèce de promesse de vente un peu particulière. Vous savez, là, l'agence immobilière peu scrupuleuse et tout, ben, en fait, elle a fait l'arnaque, mais 2 fois. Elle a vendu la maison à des gens sans leur en donner vraiment la propriété. Les enfants étaient scolarisés à côté, les gens pensaient qu'ils possédaient la maison et on a revendu leur maison. C'est qui se faisait avoir ? Les fameux squatteurs. En fait, les squatteurs, c'était les victimes d'une escroquerie. Mais l'emballement médiatique a poussé la famille, en fait, à partir tout simplement parce qu'ils ont été agressés par un groupe d'hommes cagoulés qui sont venus les tabasser. Donc on a des gens qui sont victimes d'une escroquerie, qui se retrouvent avec des gens très peu scrupuleux, alors qu'ils se font un peu arnaquer eux-mêmes, hein, les deuxièmes acheteurs, mais en connaissance de cause, dans l'idée de on va les foutre dehors et machin, et qui se retrouvent en fait à se faire tabasser pour pas un rond par des espèces de cons à la Le Banner qui disent ah oui on va sauver une famille. Ouais mais sauf que vous sauvez pas vraiment des gens, en fait vous participez à nouveau à l'escroquerie globale du marché immobilier quoi. Hein. Toutes ces affaires de propriété squattée, de petits propriétaires qui perdent sa maison à cause des squats et tout ça en fait c'est complètement des affaires qui sont montées en épingle et dont les gens n'ont pas l'intégralité des infos. C'est assez frappant quoi de la société dans laquelle on est aujourd'hui, où il y a vraiment un montage politique permanent d'indignation continue sur finalement des problèmes qui n'existent pas, où on oppose les prolétaires aux prolétaires en faisant qu'un Le Banner va se sentir plus de solidarité pour des multipropriétaires que pour des pauvres familles qui bossent, qui se retrouvent potentiellement à la rue et à dormir dehors. Derrière, en fait, il y a une volonté politique de ne pas agir sur le vrai drame. C'est quoi le vrai drame ? 4 millions de personnes mal logées, 15 millions touchées par la crise du logement, le nombre de SDF qui a doublé entre 2012 et 2023 et qui est aujourd'hui de 330 000 personnes. C'est ça le vrai drame. Un dernier truc dont j'avais envie de parler, c'était la question du squat perçu comme un espace d'émancipation. Alors le squat politique, à nouveau, là on est sur 100% de squats qui ne se font pas chez des particuliers dans la petite maison dont ils disposent, etc. Le squat politique est beaucoup plus pensé et réfléchi, et c'est un squat donc du coup qui va cibler généralement des symboles du capitalisme, des espaces de l'industrie et tout qui sont abandonnés, et du coup c'est une autre pratique du squat qui est communautaire, qui répond pas forcément autant à des obligations de survie. Donc ça va être le squat autogéré, anarchiste et tout. Là, je pense que beaucoup plus d'entre vous connaissent ces espaces-là. Et des espaces qui sont pensés comme des espaces d'autogestion, des espaces de rupture politique, où on se dit, voilà, il y a une société qui est une société de consommation hyper aliénante, où l'une des premières nécessités, une des premières raisons de l'aliénation, c'est la nécessité de se loger. C'est le fait, ben voilà, d'avoir acheté son petit pavillon de banlieue et de devoir rembourser le crédit jusqu'à la fin des temps. Et en fait, en devenant squatteur politique, on dénonce par l'absurde le système, qui est ce système horrible qui nous dit perds ta vie à travailler pour enrichir un bourgeois qui va te lâcher une petite aumône, et cette aumône tu vas la perdre instantanément quand tu vas devoir la rendre à un autre bourgeois qui est souvent le cousin du précédent pour avoir le droit de dormir au chaud. J'ai connu des squats politiques, il y avait aussi une autre réalité, c'est qu'on trouvait des profils, moi j'ai croisé beaucoup de profils de gens dans ces squats là qui étaient aussi des vrais précaires et qui en fait allaient vers ces squats là parce que ça leur permettait de construire un récit politique qui leur envoyait une image beaucoup plus valorisante que le squat de survie, quoi. Au lieu d'être la personne à la rue, dans la merde, et qui subit le regard assez condescendant d'associations qui viennent t'aider, oui, mais qui te renvoient aussi ce côté que t'es jamais assez bien, ou je sais pas quoi, en fait, tu rejoins un squat qui te libère à la fois du mal logement, mais aussi de l'image disqualifiante de la précarité et tout, qui est liée, celle du pauvre, du SDF. C'est des gens précaires, mais qui cherchent une image positive. Yuva The Devil nous dit « J'ai dû aller 2 fois au secours populaire pendant le Covid et tu te sens tellement honteux. » Déjà, force à toi, évidemment, mais surtout, je pense que c'est un réel de beaucoup de gens qui ont connu la précarité quand t'es dans la nécessité, alors que tu devrais avoir honte de quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, à la fin, t'as rien fait de mal, quoi. Tu vois, tu t'es juste retrouvé dans la merde, mais t'as honte et tu te sens mal. Et du coup, dans le
squat politique, il y a quand même la possibilité de se vivre autrement et de pas se sentir juste rejeté, écrasé par la société dans son ensemble. J'ai connu un squat anarcho-queer-punk qui aidait des réfugiés. Oui, et puis ça peut se croiser, évidemment, c'est pas exclusif. Ça, c'est bien de le dire, le squat d'émancipation, qui est ce squat politisé, naninana, c'est un squat qui peut tout à fait être un squat qui va aussi être lié à des personnes en situation de mal logement, des personnes exilées, on va voir des gens qui se rencontrent. Hein. Sur Toulouse, il y a de plus en plus de lieux autorisés qui occupent temporairement des espaces avant que les promoteurs reprennent la main. C'est genre comme du gardiennage, mais sans vigile et avec masse de plus-value à la clé. Il y a vraiment, on voit un jeu au niveau de la représentation des squatteurs qui n'est pas du tout la même entre le squat qui est le squat de nécessité et le squat d'émancipation. D'un côté, quand on parle du squat de nécessité, on présente les squatteurs comme des gens qui sont immoraux, des espèces de profiteurs qui ne respectent pas les règles du jeu, qui ne paient pas de loyer, d'électricité, qui sont accusés de profiter du système. C'est très mal vu par le voisinage qui a peur que ça fasse baisser le prix de l'immobilier, hein, parce que dans l'immobilier, un bien n'a de valeur qu'en parallèle des autres biens qui l'entourent, et dans ce contexte, un squat, ça peut être vécu comme quelque chose qui va dévaluer l'ensemble de la zone, ce qui empêche évidemment une solidarité de classe, hein, parce qu'on a beau être des prolétaires dans une zone prolétaire, quand on se dit que sa maison va perdre de la valeur parce qu'il y aurait un squat pas loin, d'un seul coup, il n'y a plus de solidarité, on se dit pas, ah ouais, c'est d'autres gens en galère, on va pas forcément les soutenir. Et ça se comprend, hein, t'as travaillé toute ta vie pour avoir ton petit logement et t'acceptes pas qu'on vienne en fait d'une certaine manière coller la menace d'un déclassement supplémentaire à ta propriété que tu as acquise toute ta vie, quoi. Il y a l'idée d'un surdéclassement provoqué par le squat lui-même, indépendamment des gens qui squattent. Le truc qui est hyper intéressant, qui est souligné par plusieurs chercheurs, notamment Thomas Aguilera, qui est que, en fait, il y a une exception à ça. C'est dans les squats d'émancipation, les squats occupés par les artistes sont souvent des artistes ou des associations, des squats un peu politiques, mais pas trop agressifs, sont parfois considérés comme une plus-value dans les quartiers bobos. Thomas Aguilera note que par exemple la ville de Paris a tendance à tolérer, voire même instrumentaliser ce qu'il appelle les squats animateurs qui proposent des expositions, des cours de peinture, etc. C'est un moyen de ne pas avoir à mener de vraies politiques locales, puisqu'on n'a pas à investir dans l'organisation d'une vie de quartier. En gros, c'est le squat qui s'en occupe, parfait, gratuit, tranquille. Par contre, les mêmes mairies sont sans pitié pour ce qu'ils appellent les squats perturbateurs. Comprenez les squats de pauvreté dont les électeurs pourraient se plaindre. Et donc en fait, on voit qu'il y a une sanction qui est faite pour les squats qui sont finalement les squats les plus utiles et qui sont les plus nombreux, qui sont les squats de nécessité. Et à côté, le squat politique qui va être peut-être le squat d'émancipation et tout, qui va être plus en capacité de se présenter, de se défendre et tout, va un peu échapper à la violence envers les squats. Attention, ça veut pas dire que quand tu es dans des squats d'activité, t'es pas dans la précarité. Il y a des squats d'activité où tu restes très précaire. Et attention à l'image où tous les squatteurs seraient soi-disant des bourgeois, naninana, machin, etc. Franchement, c'est pas vraiment ce que ça démontre. Des gens qui vivent à long terme en squat, la plupart du temps, sont en fait des gens qui ont été touchés eux-mêmes par la précarité. Et je le disais tout à l'heure, pour qui le fait de rejoindre ce type de squat, c'est une manière de transformer cette précarité en quelque chose de digne et lié à une revendication politique. On voit que même s'il y a le même statut juridique, on va avoir un comportement différent des institutions selon l'image sociale que va construire le squat, et en fait ça va être encore les personnes les plus précaires qui vont être le plus exposées à la répression, et ça va être d'autant plus fort que justement ces squatteurs précaires n'ont pas les codes politiques et les codes et les relations pour se défendre. Thomas Aguilera remarque en fait que les personnes précaires sont expulsées plus rapidement que les squats politiques ou artistiques organisés qui ont des ressources relationnelles, sociales, culturelles et politiques. C'est des gens qui vont arriver, qui vont être capables de contacter la presse, qui vont avoir un discours articulé, qui connaissent la loi, qui ont peut-être des avocats, qui peuvent se défendre et du coup qui vont être en mesure de se préserver. C'est intéressant parce que ça montre que dans la règle du droit, il y a vraiment des interprétations et des applications hyper différenciées, ce que Michel Foucault appelle des illégalismes. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les espaces où la loi, elle va être parfois appliquée, parfois non, parfois assouplie, la manière de jouer avec la loi, quoi. En gros, on est dans une société où le discours juridique et le fonctionnement idéal du système pénal sont à la fois très éloignés de la réalité des pratiques. Et il y a justement ces fameux illégalismes, c'est-à-dire des contournements du droit assumés pour certains publics. Ça veut dire que selon qui vous êtes, vous n'allez pas être jugé de la même manière. Et on voit bien que dans le cas du squat d'émancipation, c'est ça qui peut être choquant quand on le regarde de l'extérieur. Il va y avoir des passe-droits
que n'auront pas les squats d'habitation, les squats de nécessité, parce que le regard de l'institution ne sera pas le même. On s'arrange avec la règle d'une certaine manière, d'une façon totalement inéquitable. C'est la fameuse phrase, vous savez, chez La Fontaine qui dit « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Et comme tu dis, Kana, finalement, est-ce que c'est la faute aux personnes qui sont dans les squats d'émancipation? Ben non, c'est une instrumentalisation. Donc oui, ils en profitent et ils capitalisent un peu dessus, mais en même temps, il faut bien faire avec. La solution, peut-être, c'est un peu une forme de mixité. C'est-à-dire que le squat politique et les associations politisées du squat, capables de mobiliser une certaine force institutionnelle, médiatique et tout, puissent utiliser ces compétences-là pour défendre du squat d'habitation, et c'est souvent ce qui se passe en réalité dans les associations de défense des squatteurs. On retrouve des personnes qui sont elles-mêmes squatteurs ou squatteuses, mais qui n'ont pas forcément les mêmes parcours de vie et qui se protègent les uns et les unes les autres. Les chiffres, en tout cas, ne démontrent pas spécialement que le squat serait un immense repère de petits bourgeois, adolescents, mythes ouvriers qui seront vite de gauche bien rangés. En réalité, non. On a des personnes qui peuvent effectivement être dans une romantisation de la vie en squat, tout ça, mais sur le long terme, les gens qui font vivre des squats qui sont politiques et qui existent depuis longtemps, c'est souvent des gens qui sont quand même elles-mêmes touchés par une certaine précarité et qui sont pas juste dans un fantasme du squat. Il y a des marchés publics pour ouvrir des tiers-lieux, il y a des grosses associations qui en ouvrent partout avec des groupes de restauration derrière. Oui, mais attention, tiers-lieu, ça veut pas forcément dire squat. Si t'as un marché public à un moment donné, t'es plus dans la définition du squat qu'on a donné tout à l'heure, hein. Prise de possession de locaux dans l'illégalité. S'il y a un appel d'offres, t'es sorti de ça. Donc ça a la forme du squat, ça a le goût du squat, mais c'est pas un squat. C'est pas parce qu'ils jouent à créer des espaces légaux qui ressemblent à des squats, justement, pourquoi pas pour éviter d'être squatté pour de vrai par des personnes dans la nécessité, que ça compte comme du squat. Bon voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques infos et de quoi réfléchir sur la question du squat et du mal logement. Que retenir à la fin de tout ça? Qu'on est dans une crise du logement phénoménale, que énormément de gens se retrouvent aujourd'hui en France à la rue ou à deux doigts d'y être, que les personnes qui squattent ne viennent pas voler la maison des petites grand-mères, mais sont en réalité des gens qui sont d'une immense précarité, qui ne sont soutenus par plus personne et par aucune institution, que les pauvres devraient avoir une solidarité envers d'autres pauvres, ne serait-ce simplement que de manière égoïste, en se disant mais peut-être que demain c'est moi qui serai dans cette situation et j'aimerais qu'à ce moment-là on me soutienne et il y ait une forme de solidarité envers moi plutôt qu'une haine bête et méchante. Et malheureusement, on voit comment le récit sécuritaire a réussi à imposer une déshumanisation des squatteurs qui justifie toutes sortes de violences et finit par faire que des types comme le Banner se sentent héroïques d'avoir mis à la rue des personnes qui au final n'avaient pas demandé grand-chose. Je pense que ça nous permet de boucler l'affaire. Là, le constat est un peu badant, c'est un constat à moitié d'échec, et d'un autre côté, je pense que ça m'amène juste à dire, soyez ferme sur la question du squat quand vous en discutez avec des gens, notamment des gens de droite, ayez un discours clair, c'est pas très compliqué, c'est ce que j'ai fait dès le départ, dites bien aux gens, mais oui, bien sûr que si on vient squatter ta maison, je serai avec toi pour faire en sorte que tu puisses retourner chez toi et que tu te retrouves pas toi-même à la rue. La gauche, ça n'a jamais été substituer une précarité à une autre, et personne ne défend ça. Par contre, il y a une réalité aujourd'hui d'un système spéculatif sur l'immobilier qui est en train de jeter dans la misère des milliers et des milliers de personnes, et ça, ce n'est pas normal. Et ces personnes-là, si on ne leur donne pas la possibilité de se loger décemment, c'est normal qu'elles aillent se loger et personne ne se retrouvera à la rue ou dans la misère à cause de ça. En réalité, c'est pas de la misère qu'on rajoute, c'est de la misère qu'on enlève, et c'est quand même, je pense, hyper important que quelqu'un s'en occupe.